Bonjour à tous, merci d'être connectés ce matin avec nous. Je me présente, je suis Jonathan Lascar, je suis le directeur de BPI France, le Hub. Nous vous accueillons ce matin sur une version online visio de nos événements Totem. Au préalable, je vous rappelle juste un rapide mot sur ce que nous faisons avec le Hub de BPI. Nous sommes la structure qui accompagne l'ensemble des deals, l'ensemble des startups dans lesquelles nous avons investi. À chaque fois qu'il y a un nouvel investissement qui est réalisé par les équipes des fonds d'innovation de chez BPI France, nous passons du temps pour les aider à se construire, à accélérer leur développement sur des implications qui peuvent être très métiers, sur augmenter son chiffre d'affaires, les aider sur la partie stratégie RH, les mettre en connexion avec des experts très spécifiques ou sur une thématique forte. Donc notre enjeu est de suivre l'investissement qui a été fait en termes de cash pour les aider à grandir encore plus vite. On accompagne chaque année 50 startups qui correspond un peu au au nombre des nouveaux investissements qui sont réalisés par les équipes des fonds innovation de BPI. Et l'équipe du Hub travaille en plus de ça à faire un petit peu rayonner l'écosystème tech et innovant du moment, et notamment via les totems. Alors les totems, pour ceux qui connaissent, c'est une récurrence au Hub de BPI, on en fait quasiment tous les deux mois, a une vocation un peu inspirationnelle pour travailler sur des thématiques, sur des sujets de demain, et réfléchir avec plusieurs acteurs, des témoignages, des startups, des experts sur des sujets très précis. Aujourd'hui, c'est un format qui est un peu différent pour nous, pour la simple et bonne raison déjà, c'est qu'il repose sur une forme innovante, parce que déjà on le fait en 100% live sur Livestorm, ce qui est pas commun. Ceux qui ont connu, on a un très bel espace Boulevard Haussmann où on accueille à chaque fois entre 100 et 200 personnes, où tout le monde se retrouve physiquement, ils peuvent échanger, networker. On est juste, en deux mots, près de 300 inscrits aujourd'hui, vous êtes plus de 280 à nous suivre ce matin. Donc merci à vous tous, c'est pour nous quelque chose de très innovant, et je rappelle juste qu'il est fait sur 3 formats. C'est-à-dire qu'évidemment, les formats sont indépendants, mais sont reliés avec cette notion d'innover et comment on va réfléchir pendant cette crise à s'entraider avec les différents acteurs. Et ils peuvent se voir séparément. Donc voilà, c'est un format qui est différent et qu'on a fait en partenariat avec Ouzbek Erika. Donc du coup, je vais passer la main à Thierry Keller, qui est le directeur des publications d'Ouzbek Erika. Et je vous remercie à nouveau pour votre présence et votre fidélité ce matin. Très bonne journée à tous. À toi, Thierry. Merci beaucoup, Jonathan. Alors oui, effectivement, vous allez pouvoir poser toutes vos questions et puis on va se permettre de vous balancer des petits sondages pour un peu plus d'interactivité. Comme vous le voyez, on innove et donc sur ces formats digitaux, l'idée est on vous voit pas, mais vous nous voyez. Mais en revanche, vous avez le droit, c'est même fortement recommandé de nous interpeller et de poser des questions à nos invités. On a choisi de commencer par quelque chose d'un rien provocateur. Faut-il abolir la mondialisation? Alors, on poserait la question à nos invités de savoir s'il est possible d'abolir la mondialisation comme on abolit peut-être les privilèges. Bon, ce débat sur la mondialisation, je vais le faire très rapidement, rend bien compte des débats du moment. La crise a été considérée comme un symptôme d'une mondialisation effrénée, d'inspiration supposément néolibérale qui aurait placé les économies mondiales dans un tel état de dépendance les unes aux autres que malgré la complexité et de haut niveau de progrès technique de nos civilisations, il a suffi d'un grain de sable dans la machine pour que tout s'arrête. Alors on a beaucoup entendu les termes de relocalisation, démondialisation, nécessité du protectionnisme. Le président de la République lui-même a insisté sur le concept de souveraineté. Hier, pas plus tard qu'hier, il a invoqué la figure tutélaire du général de Gaulle et donc de la nécessité d'une France indépendante et souveraine. C'est tous ces débats et plus encore qu'on va évoquer avec nos deux invités que je suis très heureux de présenter tout de suite. Tout d'abord, Virginie Resson-Victor. Bonjour Virginie. Bonjour. Super. Merci à toi. Virginie Resson-Victor, tu es donc spécialiste de géopolitique et de prospective. Tu diriges le LEPAC, le laboratoire d'études prospectives et d'analyse cartographique fondé avec ton mari Jean-Christophe Victor. Tu es l'auteur de plusieurs atlas géopolitiques, dont 2033, l'Atlas des futurs du monde, qui a été suivi
quelques années plus tard, de 2038, la classe des futurs du monde. J'aurais bien envie de t'interroger un peu plus tard sur le concept de prospective et comment on fait de la prospective au moment où le futur nous a un peu percuté. Et puis, Arthur Barrias. Bonjour Arthur. Bonjour Thierry. Tu es le fondateur et le CEO de Oversea. Oversea qui n'a pas le E, donc O-V-R-C, la mer. Une start-up qui veut simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. Donc beaucoup fondé sur le digital, hein, mais aussi bien à l'import qu'à l'export. Donc en fait, vous avez remarqué, cher public, nous avons la spécialiste de la géopolitique et puis celui qui fait la mondialisation, ou en tout cas un des acteurs de la mondialisation et qui est supposé faciliter la mondialisation. Alors, ce sera peut-être toi, Arthur, qui sera sur le bord des accusés ce matin, même si quelque chose me dit que on va être un peu plus dans la complexité. Je me dirige vers toi tout de suite, Virginie. On parle beaucoup de mondialisation, mais c'est quoi cette mondialisation? Est-ce que c'est une mondialisation, je dirais, humaine, les flux de mobilité entre les sociétés et les êtres humains? Est-ce qu'on parle plutôt de mondialisation des marchandises? Est-ce qu'on parle de mondialisation digitale, numérique? On voit qu'on a tous été figés pendant le confinement et en même temps, on a été dans une sorte de cyberespace qui nous a rendu quasiment capables d'ubiquité. C'est quoi cette mondialisation et est-ce qu'il y aurait une définition assez simple de la mondialisation? Il y en a une à laquelle on fait généralement référence, mais avant d'arriver à celle-là, je pense qu'il y a plusieurs mondialisations auxquelles il faut mentionner ici, parce qu'elles ont toutes été impactées finalement par la crise du Covid-19. Il y a celle d'abord de la mondialisation des modes de vie, à la faveur de la mondialisation des classes moyennes, des modèles urbains, mais aussi des séries télévisées. Donc ça, c'est une première type de mondialisation qui s'est fait d'ailleurs un peu au détriment de formes d'identité locale, régionale, nationale. Donc là, c'est un premier phénomène de mondialisation. Le second, c'est la mondialisation du tourisme, à la faveur de la baisse des prix du transport aérien en particulier et de l'ouverture des frontières. Et celle-là, on a bien vu, la mondialisation du tourisme qui s'est retrouvée tout à coup complètement interrompue par la crise du Covid-19. Troisième type de mondialisation, tu évoquais la mondialisation numérique, c'est la mondialisation de l'information avec les satellites, Internet, mais aussi les téléphones mobiles qui ont joué un rôle tout à fait déterminant dans cette mondialisation. Mondialisation des régimes alimentaires aussi, avec l'augmentation des régimes carnés partout dans le monde et aussi avec la concentration de l'industrie agroalimentaire. Et puis, mondialisation des risques à la faveur d'une part du recul des États, mais aussi de la montée de nouveaux périls comme la cybercriminalité, le terrorisme, le réchauffement climatique, les pandémies, évidemment. Mais donc voilà, ça c'est différentes formes de la mondialisation qui ont été directement engagées dans cette crise du Covid-19, mais celle à laquelle on fait référence, et je pense en particulier dans le titre de cette intervention, c'est la mondialisation des échanges, c'est-à-dire un processus qui, depuis le début des années 90, fin des années 80, début des années 90, a consisté à déréguler le commerce international et à libéraliser l'économie mondiale en s'appuyant à la fois sur la globalisation des flux financiers et des investissements, sur la géographie mondiale des avantages comparatifs, qu'il s'agisse de la disponibilité des ressources, du niveau des salaires ou du dynamisme des marchés, qui s'est appuyé aussi sur une petite boîte qui s'appelle le container et qui a permis de normer ce commerce international et de le fluidifier. Et donc, en gros, la mondialisation dont on parle, c'est celle qui consiste à finalement extraire les ressources là où elles sont moins chères pour les exporter là où les niveaux de salaire permettront de les transformer au plus bas coût avant de les réexporter et de les vendre là où les marchés sont les plus rentables. Et donc, ce qui est vrai pour les téléphones mobiles est aussi pour les jouets, est aussi pour les produits agricoles ou encore pour les masques qui nous ont manqué pendant cette crise. Voilà un petit peu, je pense, les différentes définitions de la mondialisation qu'on peut avancer. Alors, je vais me permettre de rester 2 secondes avec toi avant de laisser la parole à Arthur. Je le disais, et c'est le titre de notre rencontre de ce matin, elle a été mise sur le banc des accusés, cette mondialisation. Alors, il y a eu beaucoup d'accusés au moment du coronavirus. La prédation des êtres humains à l'égard des écosystèmes, évidemment, mais comme tu le disais aussi un petit peu en introduction, le tourisme et
l'ultra-fluidification des échanges. Est-ce qu'on peut lui mettre beaucoup de choses sur le dos ou bien est-ce que c'est un simple problème sanitaire? Et est-ce qu'il y a là pas quelque chose de très politique finalement dans ce qui est en train de nous arriver avec des individus ou des gens qui réclament une très forte administration, en tout cas, de cette mondialisation? Alors, c'est difficile de faire une réponse très simple parce que tout est engagé. Hein. Bien sûr, il y a à la fois ce que tu disais, le rôle des États, la mondialisation des échanges, etc. Et une crise sanitaire de départ. Donc, il y a l'ensemble de ces facteurs. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais souligner ici. C'est d'abord qu'en voulant optimiser les avantages comparatifs grâce aux échanges pour réduire les coûts et améliorer la productivité, on a peu à peu polarisé l'économie mondiale. En simplifiant à l'extrême, on peut dire qu'il y avait 3 grands pôles dans l'économie mondiale. Et avec un premier pôle, une fois de plus, je simplifie à l'extrême pour la démonstration. Dans un premier pôle, on va avoir les pays producteurs de matières premières, qu'elles soient minières ou agricoles. Et là, bien sûr, je pense en particulier à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Dans un deuxième pôle, on va avoir les nouveaux pays industriels, les pays émergents, là où on transforme et où on assemble les biens qu'on dit encore manufacturés, même si c'est de moins en moins manufacturé. Et là, je parle évidemment des pays émergents, à commencer par la Chine, mais on pense aussi au Vietnam, à l'Indonésie, à la Tunisie ou plus récemment encore à l'Éthiopie. Et puis, troisième pôle de pays, qui sont les pays plus riches, tertiarisés, où l'économie a été tertiarisée et qui représentent aussi les grands bassins de consommation mondiale. Et là, bien sûr, il s'agit en principal de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et donc, on a bien vu comment il suffit qu'un seul des pôles, même partiellement, tombe en panne pour que l'ensemble de la chaîne soit mise à l'arrêt. C'est ce qui s'est passé d'abord avec le confinement à Wuhan, qui a interrompu les chaînes d'approvisionnement de l'économie mondiale pour certaines pièces détachées seulement, mais qui a réussi à embarquer tout le système. On l'a vu aussi avec le confinement des pays développés, qui a conduit, par exemple, à l'interruption l'interruption des vols, du trafic aérien, et qui a mis à ça, par exemple, la mondialisation du tourisme, mais aussi c'est la fermeture des marchés, tout simplement. Et bien sûr, ce qui a révélé cette interdépendance polarisée, ce qui a révélé cette interdépendance polarisée, c'est l'affaire des masques, puisque la crise sanitaire a donc révélé que la recherche de performance économique a placé finalement les politiques de santé du monde entier en dépendance des ateliers de couture chinois. Et puis la deuxième raison que je voulais évoquer, qui est un peu le dessous des cartes, si je puis dire, de la première, c'est que sans le dire, et avec la dérégulation et avec la financiarisation de l'économie, en fait, la mondialisation a conduit finalement à la privatisation des communs. Et là, je fais référence à la privatisation de la biosphère, par exemple, dans la mesure où elle est un système, c'est un écosystème, on dit même, pour être précise, et donc elle réagit à la moindre modification de cet équilibre, qu'il s'agisse de la déforestation et donc du contact des animaux avec les hommes, mais aussi de la température des océans, du prélèvement dans les aquifères. Et donc, finalement, on a une exploitation privatisée des ressources qui privatise aussi la biosphère. Et c'est là tout le problème de vouloir aujourd'hui, à la faveur de la crise, avec cette crise, réguler des activités qui, avec la mondialisation, ont échappé au contrôle des États, qu'il s'agisse donc des cultures, de la déforestation ou de choses comme ça. Et puis, on comprend bien aussi aujourd'hui que non seulement les marchés et les flux financiers ne permettent pas de revenir en arrière, de rétablir finalement les équilibres, par exemple en restituant la biosphère, mais en plus, on voit qu'ils n'assurent pas ces risques. Ni le marché, ni les investissements n'ont été capables aujourd'hui de répondre à la crise. Et on voit bien que ce sont les États qui sont aujourd'hui en train de jouer le rôle, la continuité et le rôle d'assureur. Et donc, dans l'histoire des masques, c'est bien aussi de ça dont il s'agit, avec la privatisation d'un bien commun, je l'ai dit, en l'occurrence, c'est la santé publique. Et on voit bien aussi qu'en cas de défaillance de la mondialisation, eh bien, ce sont les États à qui on demande de résoudre la crise. Voilà un petit peu ce que révèle cette crise sur la mondialisation. Merci. Alors, je me tourne vers toi, Arthur. On voit là qu'on a une big picture finalement assez politique. Oversea que tu as fondé et qui aménage
la mondialisation en facilitant, on va y revenir 2 secondes parce que je pense que on va en parler bien mieux que moi, mais Oversea facilite la vie des entreprises et pour fluidifier le commerce international. Tout à coup, tu t'es retrouvé dans ton domaine au cœur du principal sujet, en tout cas de l'année 2020, qui est le blocage et le lockdown des échanges internationaux. Petite question, oui, non, est-ce que d'abord tu as continué ton activité ou est-ce que tout s'est vraiment figé? Alors, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, c'est une situation qui nous frappe de plein fouet, puisqu'on y reviendra, mais on est un des rouages, en tout cas un des acteurs de cette mondialisation. Alors, oui, bien sûr, ça nous a frappé. On pourra y revenir, mais on a certains de nos clients qui ont arrêté leur activité, on a des clients qui sont au bord de la faillite, ou en tout cas qui sont impactés financièrement de manière très grave par la situation actuelle. Pour autant, on a aussi des clients qui s'en sortent mieux. Il y a une vraie inégalité, je dirais, dans la réponse à la crise, ou en tout cas la résilience à la crise. On a une chance dans cette situation, c'est que la mondialisation, c'est un sujet majeur qui couvre évidemment beaucoup d'industries et on a la chance du coup de pouvoir intervenir sur des secteurs qui aujourd'hui sont importants. Virginie parlait de l'import de masques, c'est une des composantes principales de notre activité depuis l'arrivée du Covid. On travaille aussi sur de l'import de gel hydroalcoolique et globalement de tout ce qu'on va appeler EPI, donc les équipements de protection individuelle. Et à côté de ça, on a aussi la chance en France d'avoir une industrie qui est très forte sur certains sujets, avec un leadership mondial évidemment en aéronautique, mais sur certains sujets aussi, comme la cosmétique, comme la chimie, etc. Et on a la chance d'accompagner ces clients qui, eux, fonctionnent toujours à l'export. Donc oui, on est impacté évidemment, mais je dirais que en étant positionné sur des industries qui continuent à fonctionner, on arrive à je dirais, avoir la continuité d'activité. Et ensuite, par la diversité du tissu industriel français, on continue à travailler. Donc on est plutôt bien lotis. Alors, quand tu dis travailler, on va peut-être revenir 2 secondes quand même sur Oversea. C'est quoi le travail d'Oversea? Je disais fluidifier, faciliter. Je disais aussi numérique. C'est quoi quand on est un industriel, quand on importe, quand on exporte, c'est si compliqué qu'on a besoin de toi en fait. Alors tous les mots-clés que tu as utilisés sont les bons. Donc on intervient effectivement dans le monde du commerce international et pour être très juste, notre métier c'est celui de commissionnaire de transport. On essaye de transformer via de la technologie, on y reviendra. Pour que tout le monde ait bien ça en tête, dans le monde du commerce international, la majorité des entreprises qui ont besoin de transport international, donc pour l'import ou l'export de leurs marchandises, ne travaillent pas directement avec les opérateurs de transport. Ça veut dire avec les compagnies aériennes, les compagnies maritimes, les transporteurs routiers, etc. Elles passent par des commissionnaires de transport dont l'objet est d'organiser le transport international et de gérer les complexités que tu as mentionnées rapidement, qui sont globalement de 3 ordres. Il y a les complexités opérationnelles. Un transport international, c'est 45 jours dans le cas de transport maritime. C'est des problématiques climatiques, c'est des problématiques géopolitiques. Enfin, c'est énormément d'incertitudes opérationnelles pour lesquelles il y a besoin d'avoir un suivi et d'avoir une expertise pour résoudre ces sujets-là. C'est des complexités administratives où il y a des sujets documentaires avec certains types de transporteurs. Il y a un savoir-faire aussi à avoir et effectivement des sujets douaniers sur lesquels, là encore, il y a un besoin de maîtrise important. Donc voilà un peu ce que c'est que le métier de commissaire de transport, c'est coordonner ces complexités-là pour le compte des entreprises. Ce que nous, on essaie de faire maintenant, c'est d'essayer de transformer ce métier-là via une approche technologique. Une approche technologique, elle se voit sur 2 points de la chaîne. Elle se voit vis-à-vis des transporteurs avec lesquels on travaille, sur lesquels on essaie de pousser des formats numériques, sur lesquels on essaie de travailler de manière plus digitale, en facilitant la remontée de certains types d'informations, en automatisant certains types d'opérations, etc., pour fluidifier la relation avec les transporteurs et donc améliorer au global la qualité de service qu'on est capable de proposer, et aussi du point de vue client. Et ça se voit de 2 façons, en proposant un outil intuitif qui leur permet de gérer tout leur transport depuis un seul point d'entrée, et surtout, et on y reviendra après, je pense, via du conseil. Parce que ce que viennent chercher les entreprises chez nous aujourd'hui, c'est du conseil et de l'expertise pour gérer leurs problématiques concrètes qui sont liées à chacun de leurs produits. Alors,
Je résiste pas à poser une première question qui nous vient de Véronique Planchot et qui est dans le cœur de notre débat. Que faudrait-il démondialiser à minima ou que faudrait-il prioritairement ne pas démondialiser? Mais je reste 2 secondes avec toi, Arthur. Est-ce que finalement, c'est pas tout simplement le marché qui décide de ce qui se démondialise et de ce qui se remondialise? Autrement dit, les relocalisations sont dans certains secteurs, tandis que on continue la mondialisation des échanges dans d'autres secteurs. Et ensuite, je poserai la même question à Virginie. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans la présentation de Virginie, c'est que je pense que la responsabilité de la mondialisation, elle est globale. Elle est liée évidemment au pouvoir public, elle est liée aux nations et aux organisations internationales dans les accords de libre-échange qui mettent en place. Et elle est ensuite évidemment liée aux entreprises qui, par les choix de leur chaîne d'approvisionnement, s'orientent vers tel ou tel type de marché, etc. Ce qui est certain, c'est que il va y avoir, je pense, et on pourra le creuser le sujet, mais sous le double effet d'opportunités de marché, et je pense aujourd'hui ce qui se passe sur les masques ou sur le gel hydroalcoolique, où il y a des marchés et des usages qui se sont créés en l'espace de quelques semaines, il devrait y avoir de la relocalisation, et on pourra y revenir, mais ça c'est un sujet qu'on a constaté dans les faits. Il y a encore quelques mois, on importait beaucoup de gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, ce qu'on importe, ce sont des pompes ou des flacons pour les faire. Mais la production a été relocalisée très très vite et vous avez vu des initiatives de très grands groupes français qui ont développé des outils de production, en tout cas qui ont réadapté l'outil de production sur ces sujets-là. Donc je pense qu'il y aura des relocalisations opportunistes ou en tout cas temporaires qui seront le biais des entreprises, et il y aura des relocalisations peut-être plus long terme qui selon moi seront le fruit d'une stratégie de l'État pour réduire la dépendance. Et je pense que le filtre qu'il faut avoir quand on réfléchit aux relocalisations, c'est est-ce qu'on parle de repenser une chaîne d'approvisionnement qui répond à une logique économique, ou est-ce qu'on réfléchit à un sujet de dépendance qui répond plutôt à une logique de souveraineté et un sujet plutôt étatique. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre les deux et que les relocalisations long terme, ce seront à mon avis celles qui sont poussées par les sujets de dépendance, et les relocalisations court terme, ce sera plutôt celles qui seront poussées par des logiques économiques actuelles. Alors, il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé, et je me tourne vers toi, Virginie. Là, Arthur parle de dépendance. On n'a pas encore utilisé le terme de protectionnisme. Est-ce que la conséquence, je dirais, logique de lutter contre la dépendance à l'égard de ce grain de sable qui a mis à bas la machine globale et afin d'œuvrer pour notre souveraineté, est-ce que ça nécessite forcément de mettre des barrières douanières, de faire attention à ses frontières, d'ouvrir, fermer en fonction de la situation. Et dès lors, on entre peut-être dans un débat qui est peut-être plus idéologique que politique, ou en tout cas qui aurait des conséquences idéologiques. Pas nécessairement, parce que ce que tu viens d'évoquer, en fait, ce sont des outils. Hein, les droits de douane, les régulations, ce sont des outils au service d'un projet et d'une vision. Et j'aimais bien la question que tu posais, à laquelle Arthur a répondu auparavant, et que je voudrais prolonger un petit peu, parce que la réponse est finalement dans la question. Qu'est-ce qu'il faut démondialiser ou relocaliser ou pas? Moi, j'allais dire, il faut relocaliser tout ce qui relève de l'intérêt général, ou en tout cas veiller à ce que l'intérêt général, comme la santé par exemple, ou comme le climat, ne dépende pas uniquement, strictement d'intérêts privés et d'une recherche de performance. Alors, on l'a vu avec les masques et le gel hydroalcoolique, c'est ça qui d'ailleurs a fait beaucoup réagir, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Moi, je pense par exemple aux médicaments. Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'aspirine n'est pas produit en Europe? Et or, l'aspirine, ou le paracétamol, or on en a besoin tous les jours. Donc, est-ce qu'on accepte d'être dépendant d'une chaîne d'approvisionnement pour des produits qui relèvent pour le coup de l'intérêt général et de la santé, par exemple la santé publique? Mais c'est la même chose on pourrait parler des terres rares. Il faut savoir aujourd'hui que 95% des terres rares exportées dans le monde le sont par la Chine. Or, ces terres rares, toute la chaîne industrielle contemporaine dépend finalement des terres rares chinoises. Donc ça, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles, effectivement, l'exercice de la souveraineté va être reposé à la lueur de cette crise. On pourrait parler aussi de la souveraineté numérique.
Hein, on sait aujourd'hui, par exemple, que l'Europe n'est pas souveraine en termes numériques, ce qui pose évidemment d'énormes questions, puisque dans la mesure où on voit qu'on est ultra dépendant des outils numériques, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de ne pas être souverain sur le plan numérique et de dépendre de plateformes, notamment principalement américaines, etc. Donc, je pense que l'intérêt général va dicter un certain nombre, devrait en tout cas, je ne sais pas s'il va, mais il devrait dicter cet élan de cette volonté de relocalisation. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe quand, à toute vitesse. Sur le plan agricole, les choses sont un peu différentes, puisque il faudrait faire là, pour le coup, une démondialisation intelligente. On ne va pas produire, comme c'est le cas pourtant aujourd'hui, il est absurde de vouloir produire du riz dans les produits qui sont en stress hydrique. Et c'est le cas parce qu'aujourd'hui, le riz rapporte plus sur le marché mondial que les cultures sèches. Et donc là, on peut se poser la question de savoir effectivement, est-ce que c'est une forme de taxe, de régulation, en tout cas, on voit bien comment l'intérêt du marché ne coïncide pas nécessairement avec, une fois de plus, l'intérêt général et en tout cas la durabilité de la production agricole dans certains pays, etc. Et donc, il faudrait presque faire du cas par cas, mais je crois qu'au fond, ce qui doit présider, une fois de plus, c'est ce qu'on appelle les biens communs et l'intérêt général. Et à partir de là, on va pouvoir organiser probablement sous différentes formes cette redistribution et cette répartition des biens communs et l'intérêt général, plutôt que laisser uniquement le marché faire, puisqu'on voit où ça nous a mené. Et d'une autre manière, et d'une certaine manière aussi, et là, ça renvoie la parole presque à Arthur, je m'interroge pour savoir si finalement, une bonne mondialisation, c'est pas une mondialisation de proche en proche. On avait donc une forme extrêmement polarisée de la mondialisation, avec des flux très importants, que ce soit pour l'énergie, les biens agricoles, les biens manufacturés, entre la Chine, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et du moins on parle d'Amérique latine. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise ne révèle pas que finalement, une mondialisation, ça devrait être plus un réseau davantage que des grands flux? Et les réseaux, ça veut dire une mondialisation de proche en proche, c'est-à-dire qu'on va s'approvisionner sur le marché plus proche et puis dans un deuxième temps sur un autre marché, et on relie l'ensemble des marchés, mais une fois de plus, sous forme de réseau plutôt que sous forme de cette espèce de grands flux qu'on voit sur la carte mondiale des transports. Alors, dans quelques secondes, je vais lancer le premier sondage. La mondialisation, d'après vous, serait-elle à l'origine de la crise sanitaire mondiale? C'est un petit entraînement, hein. On est sur du oui-non, hein, pour l'instant. Voilà, vous avez quelques secondes pour voter. Quand tu parles à tes clients, Arthur, d'intérêt général ou de mondialisation raisonnée, est-ce que tu leur en parles? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse chez Oversea? Et est-ce que c'est quelque chose qui leur parle, ou ce qui leur parle, c'est simplement la simplification des tâches administratives et douanières et évidemment l'optimisation des investissements? Alors, oui, on leur en parle. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui les intéresse. Ce qui les intéresse dans la collaboration avec nous, c'est, je le disais, un mélange de simplification et d'expertise. C'est ça que les clients apprécient chez nous aujourd'hui. Et je pense que la question que tu poses, elle est intéressante et elle se relie un peu à une question que tu avais mentionnée en début de webinaire sur la responsabilité d'un acteur comme nous. Est-ce qu'on fait partie des accusés, entre guillemets, sur ce point-là? Et je pense que ce que ça nous amène à faire, c'est de repenser un peu notre métier. Si j'utilise une petite image, on est une sorte de courroie de transmission de la mondialisation, puisque la mondialisation, nous, on obéit à ce qu'on appelle des donneurs d'ordre, qui sont les entreprises avec leur rationalité économique propre à chacune. Et une partie importante de notre métier, c'est l'exécution. Et ce que nous, on essaye de changer aussi chez Oversea, c'est de rééquilibrer la balance entre l'obligation d'exécution de ce métier-là et de faire monter la possibilité de conseil et la vocation de conseil de notre métier pour accompagner nos clients sur des sujets qui vont un peu plus loin que l'organisation d'un import depuis la Chine ou d'un export depuis la France vers les États-Unis. Et sur ce sujet-là, je pense qu'on est un ferment de changement auprès de nos clients. Et le dernier élément de réponse pour moi, et ça fait écho à une question que j'ai vue de Paul, je crois, qui en fait, la décision, elle repose aussi beaucoup sur le consommateur final, ou le citoyen qui, avec son achat, va valider ou non certains choix économiques des entreprises. Et ça, c'est le principal moyen de pression qu'on sent, nous,
concrètement auprès des entreprises aujourd'hui sur ces Mais il y a sujets? quand même l'affaire du prix, en définitive. Si là, on parle de B2B2C et qu'on arrive vers le consommateur final, l'enjeu est toujours à peu près le même pour un consommateur, je dirais, occidental. C'est-à-dire, est-ce que je paye plus cher un produit qui vient de chez moi? On parlait tout à l'heure avec Virginie de la question des médicaments. Les médicaments, ils sont conçus chez nous, ils sont produits, disons, globalement en Asie. Ils sont extrêmement peu chers à produire et donc et ça inonde nos marchés. Si on les produisait chez nous, ça voudrait dire, investir dans des usines et ça voudrait dire, peut-être renchérir le prix des médicaments. Comment on gère cette contradiction? Je te pose la question à toi, Arthur, et je voudrais bien aussi que Virginie puisse rebondir sur ça. Oui, alors la réponse, elle va dépendre de votre industrie en fait. Il y a des industries que nous on appelle des industries riches, qui sont des industries à très forte valeur ajoutée. Je pense évidemment à la pharma, aux télécommunications, à toute l'industrie du high-tech, etc. Et il y a des industries qu'on appelle pauvres, qui peuvent être sur des biens à moins forte valeur ajoutée, etc. La réponse, elle se situe aussi beaucoup là-dedans sur l'endroit où est créée la valeur ajoutée. Si on prend des industries pauvres, on voit mal comment aujourd'hui on pourrait relocaliser une partie importante de la production de jouets, par exemple. Parce que lorsqu'un consommateur final achète un jouet, la grande partie des jouets est distribuée via des réseaux de grande distribution et un facteur crucial d'achat dans le prix d'un jouet, par exemple, c'est son prix final. Et parmi les déterminants du prix final, il y a les coûts d'approvisionnement, qui est un bon exemple, je pense, de la mondialisation. Et si on prend l'exemple effectivement des médicaments ou des biens à très forte valeur ajoutée, c'est des industries qui pourraient potentiellement plus supporter des coûts de transport plus élevés, en tout cas la relocalisation d'une partie des sujets de production. Alors, on a Virginie, avant que je te laisse la parole, et tu peux peut-être le laisser rebondir, 72% des répondants nous disent que oui, la mondialisation serait à l'origine de la crise sanitaire mondiale. Est-ce que ça t'étonne? Non, ça ne m'étonne pas du tout, puisque par ailleurs, c'est ce qu'on entend dans les médias depuis un bon bout de temps. Donc on a encore une influence, nous les médias, ça c'est rassurant. Très, 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 très grande influence, et aussi ce qu'a révélé cette crise. Mais par ailleurs, parce que on l'a développé depuis le début de cette intervention, il y a des tas d'éléments qui montrent qu'effectivement, en tout cas pour la partie crise économique et même pour la crise sanitaire, mais c'est un petit peu différent pour la crise sanitaire, pour la partie apparition du coronavirus. Mais pour tout le reste, effectivement, on est quand même sur une crise qui est largement induite ou amplifiée par les effets de la mondialisation, les effets collatéraux de la mondialisation. Pour revenir sur le rôle du consommateur et le rôle du prix, etc. Justement, je pense que en fait, on en est là aussi parce qu'on a une structure du prix qui est ce qu'elle est et qui ne prend pas tout en compte. Dans le prix aujourd'hui, on a un indicateur qui est un indicateur de très court terme. Mais c'est un indicateur, par exemple, le prix est aujourd'hui un indicateur qui ne prend pas en compte ni la recyclabilité d'un produit, ni son prélèvement de ressources non renouvelables, ni son prix carbone, etc. Si on intégrait tous ces éléments-là dans les prix, probablement que ça redistribuerait considérablement, évidemment, la production et l'économie mondiale. Donc, on voit bien que c'est dans les outils qu'on va mettre en place qu'on va pouvoir aussi moduler, probablement, redistribuer peut-être partiellement, si on le décide, cette répartition, oui, c'est cette répartition de la mondialisation. Maintenant, il y a, donc je disais, il y a le phénomène ressources, enfin, différents indicateurs qu'on peut intégrer, mais sans attendre, la notion de prix, elle est toute relative aussi. C'est que si j'achète aujourd'hui, et on a tous fait l'expérience d'acheter un produit moins cher qui est cassé en 2 jours et de choisir à la fois d'après de prendre quelque chose d'un peu plus cher parce qu'on se dit au moins j'aurais pas à le renouveler. Donc là encore, la notion du coût, elle est relative. Est-ce qu'il vaut mieux acheter 2 produits pas chers ou un produit seulement un peu plus cher? Et ça, c'est les consommateurs, on voit bien qu'ils évoluent. On le ressent très nettement, cette évolution vers du plus durable.
On voit enfin, il y a un troisième, pas enfin, mais il y a un troisième paramètre qui augmente pour un certain type de produit, puisqu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac, c'est la notion d'économie d'usage. C'est-à-dire qu'on n'acquiert plus les produits, mais on acquiert les services, que ce soit pour les plateformes musicales, que ce soit les vélos, que ce soit les photocopieurs, etc. De plus en plus, on va vers une économie où ce qu'on va rémunérer finalement, c'est le service rendu davantage que la fabrication du bien lui-même. Donc je pense qu'il y a et puis après il y a la prise de conscience. On l'a vu sur certains produits comme pour l'huile de palme ou les pesticides. On voit bien aussi que le consommateur il évolue. Si je prends les marchés bio, les produits bio, on a vu dans les hypermarchés, tous les hypermarchés, les rayons bio se développer. Or, les produits bio, globalement, restent en moyenne plus chers que les produits non bio, pour aller vite. Et donc, ça veut dire que les gens choisissent de prendre un produit plus cher parce qu'ils considèrent que leur santé est plus importante que les quelques centimes ou quelques euros qu'ils vont économiser. Donc, tout ça évolue. Ce sont des choses qui évoluent et qui convergent finalement vers cette modification du modèle économique, du modèle de marché qui est celui qui prévaut aujourd'hui. Alors, on va justement atterrir en fin de conférence. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes sur les questions de gouvernance. Et je vais lancer un deuxième sondage, là, pour le coup, qui sera moins binaire. En qui feriez-vous le plus confiance pour enclencher une mondialisation raisonnable ? L'ONU, le G7, l'Union européenne, nos intervenants ont le droit de voter, les entreprises ou les citoyens. On a le droit à une seule réponse, évidemment. Et donc, on va revenir dans quelques minutes sur la réponse à ce sondage. Arthur, revenons un peu sur la régulation. Aujourd'hui, on a beaucoup évoqué les organismes supranationaux, l'ONU, l'Union européenne, on en parle dans le sondage. Est-ce que chacun fait un peu comme il veut ? Est-ce qu'on est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la volonté de bien faire et l'ultra-normalisation du commerce international? Et quand on a un acteur comme toi qui est un interstice entre les deux, comment on fait pour naviguer entre ces deux injonctions contradictoires ? Encore une fois, je trouve qu'il faut penser le problème aux différentes échelles qui sont pertinentes. Je pense que on vient de parler de l'échelle du consommateur. Ensuite, il y a évidemment l'échelle internationale à laquelle nous, on répond un peu. Je pense que le rôle d'un acteur comme nous, c'est aussi de partager des cas d'usage, de certaines entreprises qui arrivent à réfléchir à des modèles de sourcing différents et d'approvisionnement. Et j'aimerais revenir sur le point très intéressant que soulevait Virginie tout à l'heure sur la mondialisation de proche en proche, où nous, on constate que certaines entreprises ont des stratégies de sourcing plus proches depuis le début de la situation actuelle. Alors, on pourra toujours discuter de l'impact, de la durabilité, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que, par exemple, pour certains acteurs de la mode, il y a une relocalisation de la production, alors pas en France, mais dans ce qu'on appelle le proche import, donc les pays du Maghreb et la Turquie, là où avant les pays qui étaient privilégiés, c'était le grand import, donc la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc. Donc c'est un premier élément qui est, nous, on peut favoriser certains cas d'usage, ou en tout cas essayer de participer à la généralisation de ces cas d'usage-là, si l'on voit certains de nos clients en bénéficier. C'est une première chose. Ensuite, on a une vocation de conseil au niveau de la réglementation douanière et on a une vocation de conseil aussi et d'expertise sur la capacité à dérouler les opérations de manière convenable. Donc, par exemple, si on sait que sur certains types de pays, il y a des problématiques fortes ou qu'on sait que sur tel ou tel type de flux d'approvisionnement, même si le prix est plus bas, comme ce que disait Virginie, il y a des problématiques de qualité fortes, c'est nous qui allons aider nos clients à naviguer là-dessus. Donc, je dirais que l'expertise qu'on propose est aussi une façon un peu de naviguer ces complexités-là pour une partie de nos clients. Quelle est la chance, Virginie, qu'on parvienne un jour à des indicateurs, disons, alors je ne dirais pas alternatifs parce que ça a une petite connotation minorisante, mais en tout cas des indicateurs qui viendraient compléter les indicateurs traditionnels. On se souvient d'il y a quelques années, Nicolas Sarkozy brandissant
aux côtés de Joseph Stiglitz, un indice de bonheur. Et ça revient toujours un petit peu comme un serpent de mer. Est-ce que c'est pas justement là aujourd'hui, je dirais, l'occasion, nécessité, faisant loi, pardon, de réenclencher ce type de débat à l'échelle internationale? Alors, absolument, oui. La réponse est oui. Je pense que ce qui s'est passé, j'avance une réponse sans aucune certitude, enfin une interprétation sans aucune certitude, mais quand je réfléchissais à l'échec finalement de cette réflexion qui avait été menée à la demande de Nicolas Sarkozy sur les indicateurs, et en particulier l'indicateur alternatif à l'indicateur PIB-PNB par la commission Stiglitz, je me dis qu'en réalité, c'était trop tard à ce moment-là. Pardon, et ça a un peu sauté, c'était trop tôt, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça, c'était Ok. trop tôt. C'était il y a une dizaine d'années, je pense. Et on n'en était pas du tout enfin, je pense qu'on n'avait pas la mesure, comme on l'a aujourd'hui, la conscience et la mesure des effets assez délétères. En fait, l'indicateur qu'on utilise aujourd'hui en principal, c'est le PIB. Et ce qui est absolument incroyable d'ailleurs, c'est que la gravité de la crise aujourd'hui, on la mesure, en tout cas dans les médias, on la mesure principalement avec le PIB. Tant de points de croissance en moins cette année, tant de points de PIB en moins. C'est notre indicateur de gravité de la crise. Dans le PIB, je rappelle qu'il n'y a pas le stress qui a été lié au confinement, il n'y a pas les violences qu'on va découvrir, il n'y a pas tous les effets sanitaires décalés liés au confinement, il n'y a pas le coût de la déscolarisation des enfants, il n'y a pas, etc., etc., etc. Il n'y a pas l'épargne réalisée pendant le confinement. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui ne sont pas intégrés dans le PIB. On continue d'utiliser comme indicateur. Autre chose très importante, le PIB, finalement, c'est une unité de mesure, c'est des flux, mais ça indique que c'est une mesure qui nous donne, qui indique finalement à quel point on transforme les ressources naturelles en biens et donc en consommation. In fine, c'est un peu ça que mesure la croissance, conversion en revenus, donc en consommation, donc en production, donc en échange, etc. Et donc en production, en emploi, etc. Bon. Ce cercle, il est économiquement vertueux, il est écologiquement pas tenable puisque les ressources ne sont pas finies, et en plus, il a des effets secondaires qui ne sont pas pris en compte dans le PIB. D'où effectivement l'urgence maintenant de trouver d'autres indicateurs qui soient plus complexes. Et en fait, des indicateurs, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, j'évoquais l'indicateur prix. Ça, c'est l'indicateur pour le consommateur, qui doit être peut-être repensé à la lueur de tout ce que révèle cette crise. Il y a l'indicateur, et pas seulement dans la performance économique court terme d'un produit, ça peut être l'indicateur de la comptabilité et de la fiscalité en intégrant davantage ce qu'on appelle les externalités. Et ça fait un moment d'ailleurs qu'on y réfléchit, mais là je pense que l'actualité donne encore plus de à cette réflexion-là, où on intègre par exemple les émissions de gaz à effet de serre ou le coût carbone des produits, ou certains avancent aussi le modèle de redistribution des dividendes. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut intégrer dans une comptabilité, on peut mesurer. Ça peut être aussi des indicateurs, on va dire, de performance économique, sociétale, un petit peu à l'image de ce qu'on a, vous savez, sur les produits électroniques, où on a A, B, C, D, E, qui vous indique quelle est la performance énergétique d'un produit et qui vous invite à acheter le produit qui est A plutôt que le B. Pareil pour Nutri-Score d'ailleurs. Eh ben, on peut imaginer que ce système-là soit adapté de manière plus transversale, plus globale, pour pouvoir intégrer différents critères, y compris la valeur humaine ajoutée, l'investissement en innovation, le bien-être ajouté en termes de santé, d'emploi, d'équité, etc. Il y a des tas de paramètres qu'on peut intégrer. Et puis, un indicateur de résilience aussi. Alors là, pour le coup, ça a beaucoup manqué. Et Arthur nous a donné des pistes sur cet indicateur de résilience qui va du sourcing jusqu'au problème de l'énergie et qui invite finalement à une forme de subsidiarité développée. Enfin, donc il y a un certain nombre d'indicateurs, mais ces indicateurs, ils ne seront mis en place qu'à partir du moment, parce que ce sont des outils, les indicateurs, où on est bien d'accord sur le projet qu'ils doivent servir.
Et c'est ça qui me paraît essentiel aujourd'hui. Et il y a défaillance, c'est-à-dire que en gros, effectivement, si le marché prend la place en termes de, enfin, si c'est le marché qui décide, c'est parce qu'on lui a laissé cette place-là. Donc, tant qu'on n'a pas une volonté forte affichée, par exemple, au niveau de l'État ou de l'Europe, de repenser ce modèle-là, on pourra bien inventer tous les indicateurs qu'on veut, ils ne seront jamais utilisés puisqu'ils ne serviront pas le projet principal. Alors, justement, ça me permet de rebondir sur la réponse au sondage. Alors, déjà, je voudrais souligner la très bonne participation au sondage. Des questions qui pétaradent et je vais y venir. Concernant la réponse au sondage, Arthur, je vais te le laisser commenter. Pour 52% des répondants, ce sont aux citoyens en qui on fait le plus confiance, 52%, 20% à l'Union européenne qui arrive en deuxième position, donc assez rassurant du point de vue de notre patriotisme continental. Les entreprises, 15%, l'ONU, 8% et le G7, 5%. Alors, est-ce que c'est pas inversement proportionnel à, je dirais, l'influence réelle que ces acteurs exercent aujourd'hui réellement dans notre monde concret? Et le rôle des citoyens semble, alors c'est pas un sondage, c'est un sondage d'un public extrêmement qualifié et que je remercie encore une fois, mais enfin c'est quand même net comme réponse. Ouais, alors, parce que je pense qu'on peut partager deux choses sur lesquelles nous, on a un sentiment qui va dans, enfin, comment dire, des éléments qui vont dans ce sens-là. La première chose, c'est, je pense, la jurisprudence de l'application Yuka, qui était un peu en filigrane ce que disait Virginie tout à l'heure, où ma conception et l'expérience qu'on a chez Oversea, c'est qu'il est très probable qu'on aille vers le même niveau de transparence sur d'autres industries. On sait qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place sur la fashion. Yuka s'applique déjà aux cosmétiques. Enfin voilà, on sent que la volonté de transparence qui existe chez le consommateur trouvera forcément un moyen de s'exprimer. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qu'on peut partager, qui est, je pense, particulièrement frappant, c'est que pour tous nos clients qui sont sur des industries qu'on appelle consumer, donc qui vendent à un consommateur final, un particulier en bout de chaîne, ces problématiques-là sont extrêmement fortes en ce moment. Et pourquoi on le sait? Parce que on essaye d'accompagner nos clients aussi sur des sujets de réduction, compensation et analyse de l'impact carbone du transport, qu'on fait via notre outil ou via des partenariats, notamment avec la société Pure Projet. Et donc, on pousse systématiquement à tous nos clients, c'est des cas d'usage, des options qui peuvent exister, des stratégies pour je dirais, balancer l'impact, enfin, équilibrer un peu ce sujet-là. On a deux réponses très nettes. On a une réponse qui est celle des industries où il y a un consommateur à la fin qui est oui, on est persuadé qu'il faut le faire, et on agit comme un catalyseur d'une volonté qui était préexistante. Et ça, c'est remarquable, enfin, on le constate dans plus de 90% des cas. Et on a un deuxième sujet qui est celui des industriels, où la réponse est totalement différente. Et donc, toutes les industries qu'on va appeler purement B2B, sur lesquelles le sujet est, en fait, c'est pas un sujet clé pour moi. Mes sujets clés, c'est de la rationalité économique. Et voilà. Et c'est assez frappant de voir que la dichotomie se fait sur ces deux points-là. Vas-y, je t'en prie, Virginie. Comment dire, c'est très juste ce que vient de dire Arthur, et d'où l'idée, enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui va émerger petit à petit, c'est le fait de réunir autour de la table pour fabriquer ces indicateurs l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que pour l'instant, tout était extrêmement verticalisé. Finalement, les politiques parlent aux politiques, les entreprises parlent aux entreprises, les experts aux experts. Et je pense qu'il est temps de passer, effectivement, et les experts scientifiques, je pense au GIEC climatique, aux experts climatiques, il est absolument indispensable aujourd'hui de passer à un système où on arrive à faire converger l'ensemble des parties prenantes pour trouver le plus grand dénominateur commun. C'est-à-dire que ces indicateurs, ces outils, ces objectifs, ce projet, il ne sera opératoire, si je puis dire, qu'à partir du moment où il engage une participation de l'ensemble des parties prenantes, du consommateur
Et on voit très bien, effectivement, la demande du consommateur pour participer aux décisions et pour s'engager même. Au-delà de ça, et on l'a vu avec le développement des AMAP, par exemple en France, ou des tas d'autres exemples. Il y a effectivement le succès de l'indicateur Yuka, qui est un très bon exemple que prenait Arthur, et jusqu'effectivement aux très grandes entreprises, en passant par les opérateurs logistiques, mais aussi évidemment les territoires, les élus. Et donc c'est à la convergence des intérêts de l'ensemble des parties prenantes qu'on pourra trouver quelque chose qui soit mieux-disant sur le plan sociétal et global. C'est le seul, et désamorcer des rapports de force qui aujourd'hui fabriquent une inertie formidable et une paralysie formidable du système. Mais d'ailleurs, enfin, on voit là sur le fil toutes les questions et tout ce vers quoi on tend, c'est pas une moralisation, parce que je pense que le terme est un peu fort, mais en tout cas à une régulation intelligente, raisonnée, où beaucoup d'outils du passé sont questionnés. Je prends la question de Laurent Martin, par exemple, les doctrines du FMI, de l'OMC et d'autres organisations internationales ne sont-elles pas obsolètes aujourd'hui? J'imagine que la réponse est dans la question. On voit bien là encore qu'il y a une demande forte de remise en cause. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le décalage entre la demande forte de remise en cause, y compris chez les consommateurs, comme vous le disiez, je crois, l'un et l'autre, et une réalité qui a du mal à s'enclencher? Ce serait quoi le petit élément qui ferait basculer? Et ça, de fait, la question est, a-t-on besoin d'une grave crise économique pour enclencher des modifications de système conséquentes? Ou est-ce qu'on peut le faire à froid? Il y a plusieurs réponses, mais d'abord, il faut quand même rappeler que la mondialisation sur laquelle nous sommes en train de critiquer, ou dont on pense aujourd'hui qu'elle est responsable de tous les maux de la planète, il faut quand même pas oublier qu'elle a permis à 1 milliard de personnes de sortir de la pauvreté. Et c'est une partie de la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que cette mondialisation économique qui a délocalisé une partie de la production industrielle vers l'Asie en y créant de l'emploi, donc des revenus, donc de la consommation, etc., a favorisé l'émergence d'une classe moyenne en Asie, là où il y avait essentiellement de la pauvreté. En sens inverse, dans nos pays, ça nous a permis d'accéder à un certain nombre de biens à moindre coût, puisqu'on n'aurait jamais pu accéder à avoir un tel niveau de confort matériel si ça n'avait pas été produit tel que ça a été produit. Donc il faut toujours se souvenir de ça, c'est-à-dire que c'est pas un modèle, enfin il faut pas être complètement binaire, et il faut se souvenir que ces modèles-là, dans un système donné, fonctionnaient très bien. Maintenant, ils ne fonctionnent plus pour différentes raisons. L'une d'entre elles étant cette polarisation, l'autre étant les inégalités, on n'a pas évoqué, mais il y a quand même aussi les inégalités que produit ce modèle économique, cette dérégulation. Et puis enfin, parce que tout simplement, les ressources et la biosphère ne sont pas compatibles durablement avec ce système-là. Donc de toute façon, entre guillemets, raisonnablement, on n'a pas le choix. Moi, je trouve tout à fait pertinent, si je peux me permettre, que tu nous dises que la mondialisation est quand même quelque chose d'intéressant. Jadis, dans certains cercles politiques, on parlait d'internationalisme, donc l'idée n'est pas de vivre en autarcie sans aller à la rencontre de l'autre, puisqu'il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une fraternité humaine, en tout cas dans la mondialisation. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que si démondialiser, ça veut dire remettre les frontières, ce qui était d'ailleurs quelque chose de potentiel avant la crise du Covid. Il ne faut pas oublier que si la fermeture des frontières a été aussi rapide, c'est parce qu'il y a eu un espèce d'effet d'aubaine, une opportunité donnée par la crise. Mais en réalité, ce retour vers cette remontée vers les frontières, on l'avait vu réémerger avec l'élection de Trump, avec le Brexit, avec l'élévation de murs au niveau du Mexique, au Bangladesh, etc., etc. Donc on était dans quelque chose de tendanciel. Or, la fermeture des frontières, en réalité, c'était une fermeture des frontières peut-être moins d'ailleurs au commerce que pour les personnes. Donc attention aux effets secondaires d'une relocalisation. Il s'agit de relocaliser ce qui doit être relocalisé, mais il ne s'agit pas forcément de démondialiser d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes, et en particulier les flux d'idées, les flux d'innovation, de recherche, de communication, etc. Donc, une fois de plus, il ne s'agit pas on était binaire, il ne s'agit pas de le rester en passant
un système complètement radicalement opposé. Est-ce qu'il y aurait une mondialisation à caractère néolibéral et versus une mondialisation à caractère léninienne au sens de Imagine? Arthur, tu veux répondre à cette question? Alors, répondre à cette question, peut-être pas, parce que je la trouve un peu compliquée, mais peut-être partager sur ce que disait Virginie aussi. Je pense que un des autres effets, enfin, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qui était aussi le message de Virginie, d'autant que la mondialisation, c'est aussi l'existence, je prends l'exemple de la pharma par exemple, c'est l'existence d'un marché mondial pour la consommation et donc la recherche de médicaments. Et ce qui est certain, c'est que penser par exemple le marché pharmaceutique à l'échelle française, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les dépenses de R&D que le marché français permettrait de supporter seraient trop faibles pour accélérer les cycles de développement des médicaments, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la vision de Virginie qui est de dire ça ne doit pas être un retour vers soi. Ça veut dire peut-être repenser certaines problématiques à l'échelle qui est pertinente. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des stratégies de sourcing européennes qui se mettent en place. Et je pense que typiquement, l'échelle européenne est une échelle pertinente pour un certain nombre de sujets de la mondialisation. Je pense au marché pharmaceutique, qui est le marché européen qui est très gros, sur lesquels il y a des complexités énormes aussi, puisque on parlait tout à l'heure des relocalisations. Nous, un des critères principaux, un des principaux obstacles, ou en tout cas force de rappel, des entreprises vis-à-vis de la relocalisation, c'est aussi des sujets de normes. Ça, c'est des choses que les consommateurs ne voient pas forcément, mais les conditions de production sont possibles dans certains pays avec certaines normes et impossibles dans d'autres. Donc, il y a aussi de temps en temps la volonté des entreprises se heurte à certaines contraintes, je dirais locales ou nationales sur certains sujets. Et voilà, je pense que encore une fois, l'échelle pertinente pour certains sujets, ça peut être l'échelle européenne qui peut permettre de concilier certains impératifs qui peuvent pas être satisfaits au niveau national et peut-être l'être au niveau européen. Alors, il y a énormément de questions. Hein. Je vais les poser peut-être, désolé, peut-être un petit peu dans le désordre. L'une nous vient de Frédéric Ratigui qui nous dit « Nous avons un fort prisme de pays riches. Pensez-vous que les populations des pays en développement sont d'accord pour transformer la mondialisation ?» Est-ce qu'on a un fameux biais cognitif, comme on dit en ce moment, où on voit la situation de notre poste d'observation seulement? Alors là-dessus, sur le sujet du biais cognitif, je suis absolument d'accord avec vous. Et ce que je remarque, c'est que la crise du Covid vient conforter toutes les certitudes qu'on avait auparavant. Et c'est assez frappant de voir que les partisans du protectionnisme voient dans la crise du Covid la démonstration de la nécessité de leur modèle. Pour autant, si vous regardez des économistes ou des personnalités publiques néolibérales, ils voient dans ce modèle-là non pas une crise de la mondialisation, mais un appel pour une mondialisation encore plus poussée, encore plus de libre-échange, etc. Donc oui, je pense qu'on a un biais cognitif très fort. Ensuite, si on pose ces questions-là, et nous, on le voit dans les entreprises, les stratégies de sourcing, enfin les fournisseurs sont très attentifs à leur compétitivité nationale, et donc les fournisseurs, les usines en Chine font très attention à leur coût du travail, au prix auquel elles vendent, etc. Parce qu'elles savent que, sans parler de relocalisation dans les pays entre guillemets riches, il y a aussi des risques de délocalisation dans des pays frontaliers sur lesquels la concurrence fait rage. Et ce que je peux vous donner comme exemple, c'est l'exemple de la lingerie, sur laquelle les droits de douane mis en place par certains pays vont changer et drastiquement la politique de sourcing de certaines entreprises qui vont aller du Cambodge au Laos, en Thaïlande ou en Chine en fonction de l'évolution de ces contraintes douanières. Donc je pense qu'effectivement, on a un prisme de ce point de vue-là qui est que si on prend le sujet de l'autre sens, je pense que ces pays-là font tout pour garder aussi une partie importante de cette industrie-là et de maîtriser les coûts du travail. Peut-être avant de laisser la parole à Virginie, je reste avec toi, Arthur, qui est un peu le spécialiste des verticales. Sur les cosmétiques, Angélique Galifi pose cette question. Quel est l'avenir du secteur des cosmétiques
et de la parfumerie dans ce cadre, sachant que le Covid a changé les priorités d'achat des consommateurs à l'essentiel, nourriture, santé. En gros, le superflu, chose très nécessaire, comme disait Voltaire, a-t-il encore de l'avenir? Presque plus que jamais. Ce que nous on constate factuellement, c'est que les commandes de cosmétiques, les cosmétiques font partie des secteurs qui fonctionnent bien chez nous, sur lesquels il y a une demande forte. Alors, si on divise un tout petit peu la réponse, le retail, donc la distribution physique, a été évidemment impactée par ce point-là, mais en revanche, la distribution de cosmétiques en e-commerce a explosé. Donc, y a-t-il encore un avenir à cette industrie-là? Oui, bien sûr. Alors, moyennant des adaptations, etc. Ce qu'on sent beaucoup là-dessus, c'est effectivement, encore une fois, la volonté de savoir du consommateur qui, demain, ira jusqu'à, je pense, avoir un avis sur les supply chains de ses clients et donc sur l'impact carbone de certains modes de transport versus d'autres. Donc, on sait que le luxe et les cosmétiques et la parfumerie sont des industries qui consomment beaucoup de transport aérien. Le transport aérien, c'est la modalité de transport la plus polluante aujourd'hui. Et ce dont je suis convaincu, c'est que demain, il y aura une forme de notation où le consommateur aura son mot à dire pour confirmer ou refuser les choix de sourcing et de supply chain qui sont faits par les industries cosmétiques notamment. Et je pense que les industries cosmétiques, l'agroalimentaire et la fashion, par exemple, sont des secteurs qui ont un peu d'avance sur les autres du point de vue de, je dirais, la volonté de savoir du consommateur. Virginie, tu confirmes? Oui, je serai moins précise sur les produits cosmétiques parce que c'est pas ma spécialité, même si en l'écoutant, je pensais au mica, vous savez, qu'on utilise pour fabriquer des rouges à lèvres et qui vient de mine où travaillent des enfants. Donc, effectivement, petit à petit, oui, on ne le sait pas beaucoup, mais c'est une réalité. Oui, sur l'histoire de la relativité culturelle, régionale ou économique, j'en sais rien, de cette demande de relocalisation, de démondialisation, peu importe comment on l'appelle. C'est vrai que on a toujours d'abord des biais cognitifs, c'est inévitable. Et dans la façon dont on appréhende cette crise, on a certainement une vision très occidentalo-centrée. Et j'allais dire presque le confinement, d'ailleurs, a été une mesure qui a été préconisée, enfin instaurée largement par l'Europe puis l'Amérique du Nord. C'est quelque chose c'est une mesure qui est tout à fait, qui était adaptée. Après, on peut en discuter, mais en tout cas, matériellement, logistiquement faisable, applicable en Europe ou aux États-Unis, là où dans des pays où il y a comme le Nigeria ou le Mali, c'est complètement inopérant. Donc, rien que ça, si vous voulez, ça montre bien comment on a une vision très européocentrée. Et sur le plan de la mondialisation aussi, j'ai eu la possibilité je suis allée en Chine en fin 2019. Peut-être que d'ailleurs c'est moi qui ai ramené le Covid, j'en sais rien. Ce serait vraiment un scoop que tu sois la patiente zéro. Donc en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas été. Ça faisait des années que je n'étais pas allée en Chine. Et j'ai eu évidemment un très gros choc en voyant la rapidité du changement et de la transformation en Chine. Et il y a comme chez nous d'ailleurs, un grand nombre de paradoxes. C'est-à-dire qu'il y a une culture individuelle très, très, très poussée, une culture de la matérialité très poussée. L'objet, l'acquisition des objets, la notion de mieux-être passe beaucoup par et les marqueurs sociaux sont très orientés autour de la capacité à acheter tel produit électronique, telle voiture, tel sac. Enfin bon, on a vu d'ailleurs les queues devant les boutiques Hermès, la boutique Hermès à la reprise, au déconfinement, comme ça. Donc il y a en même temps ça et en même temps curieusement, la Chine est le pays dont la démocratie probablement est le plus liée à la durabilité économique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu tellement de scandales sur le lait frelaté, sur des produits, sur des jouets toxiques, etc., qu'il y a une exigence, et puis sur la pollution de l'air dans les villes. Maintenant, il y a une exigence très grande des citoyens chinois pour avoir des produits moins polluants, des villes moins polluées plutôt, et des produits moins toxiques, etc., et une plus grande demande de transparence. Alors, c'est encore le début. Il n'empêche que ça change complètement la donne, puisque l'espèce de contrat politique et social
qui était avant de moins de droits démocratiques, on va dire, versus, enfin, en échange d'un confort. D'un confort et d'un développement économique, ce qui a été les 30 dernières années. Maintenant, on est en train de passer à un autre type de contrat social qui est le maintien d'une qualité de l'air et une qualité de vie qui soit aussi sanitaire, écologique, etc. Et c'est de là, et tout l'espoir d'ailleurs, parce que probablement ce qui pourra faire infléchir la politique chinoise, c'est certainement cette pression exercée par les citoyens chinois. Et on a la même chose en Europe, mais on n'est pas passé par le même chemin. Donc en réalité, oui, on a un prisme très européocentré. Ce sera encore très différent en Afrique, mais l'avantage c'est que l'intérêt général converge in fine. Donc il est probable qu'on arrive à faire quelque... La question est plus ambiguë, plus complexe aux États-Unis finalement presque. Aujourd'hui, on voit bien comment les États-Unis, la population est très très divisée entre ces deux modèles, ces deux options pour l'avenir. Voilà. Arthur, toi qui es des deux côtés, donc dont les clients sont à l'export et à l'import, est-ce qu'il y a une vision, je dirais, européocentrée, ou est-ce qu'on a aussi une manière, est-ce que ça existe de vraiment penser global? On sait que notamment les grandes entreprises françaises à l'orée des années 80-90 se sont mises à ouvrir elles-mêmes leur propre vision du monde et à comprendre qu'on ne pouvait plus juste être dans une vision franco-française. Oui, je pense que ça fait longtemps que l'état d'esprit des entreprises a évolué pour avoir une vision vraiment globale. Ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, sur le modèle de ce que je disais, la vision, elle est plutôt globale ou nationale que régionale aujourd'hui ou européenne. Quand on parle de stratégie globale, c'est ce que je disais, on voit que les chaînes d'approvisionnement des grandes entreprises mobilisent des centaines de fournisseurs dans des dizaines de pays. Le chiffre, je crois que c'est que l'iPhone, c'est 200 fournisseurs, 200 fournisseurs, donc 43 pays sur 5 continents. Donc, c'est évidemment, les entreprises ont ce point de vue global. Ceci étant dit, encore une fois, nous, on le constate pas encore, cet échelon intermédiaire qui, pourtant, je pense, répondra à un certain nombre de questions. Une question assez précise de Laurent Martin qui vient de tomber et qui, je pense, permet de cristalliser tous les enjeux. Le marché du carbone ne devrait-il pas être le moyen de réguler la mondialisation? Je fais écho, nous dit Laurent, aux analyses de Carbone 4 et Shift Project, par exemple. Je pense que Laurent fait référence aux travaux de Jean-Marc Jancovici sur un monde décarboné. Alors, peut-être sur ce point-là, oui, je pense que Laurent a raison. Je pense que c'est un nouveau prisme d'analyse qu'on doit mettre en place. Et pour vous donner un point de vue sectoriel, on voit que les entreprises et l'écosystème du transport international va vers cette direction-là. Il y a des grands changements qui ont été mis en place par Maersk, notamment le premier armateur mondial, ou CMA-CGM. Il y a des engagements de neutralité carbone à horizon 2050 qui ont été pris par Maersk, par exemple. Il y a des nouveaux modèles de navires qui sont produits au gaz naturel liquéfié pour CMA. Il y a des recherches qui sont faites sur des nouveaux combustibles. Donc, la réponse est évidemment là-dedans. L'autre point important, je le disais, c'est conjuguer l'évolution lente de l'industrie et de l'écosystème à la pression quotidienne du consommateur. Et aussi, évidemment, avec l'aide et la régulation de l'État. Mais je pense que le ferment de changement se situe encore une fois à l'échelle individuelle, où les consommateurs peuvent pousser ces industries-là à changer et petit à petit aller de plus en plus loin sur la chaîne. Et aujourd'hui, ils arrivent à convaincre les distributeurs, donc les gens qui vendent au consommateur final, et remonter la chaîne jusqu'à aller transformer les industriels qui aujourd'hui sont purement B2B avec une approche très ancienne de ces problèmes. Ok. On va conclure. J'ai une dernière petite question pour toi, Virginie. Je le dis en introduction parce que ça m'intrigue. Comme vous le savez, chacun, Uzbek Erika est un média qui s'intéresse au futur, à la prospective.
Et je me posais la question de savoir comment c'était de faire de la prospective aujourd'hui. Si tu devais refaire un atlas des futurs du monde, mettons 2043, est-ce que tu aurais les outils méthodologiques pour le faire ou bien est-ce que au contraire ce qui s'est passé a obstrué notre horizon de prospective? Alors oui, je veux dire, la prospective, la méthode ne change pas. La prospective n'a jamais consisté à dire le futur. Et heureusement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on serait bien embêté. Ça va être c'est très compliqué, plus compliqué que jamais, de voir le futur. Et j'allais dire plus le futur d'ailleurs à court terme qu'à long terme. Maintenant, si je devais faire un nouvel ouvrage de prospective, donc c'est-à-dire un ouvrage où on réfléchit aux différents scénarios possibles pour identifier le scénario souhaitable et identifier aussi les moyens dont nous disposons pour privilégier ce scénario souhaitable. C'est ça ma perception de la prospective. Je crois que je procéderais différemment des premiers. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de l'idée de réunir les parties prenantes pour essayer d'imaginer où est-ce que se situe l'intérêt général, l'intérêt commun, et à partir de là, imaginer quels sont les outils qui permettent d'atteindre cet intérêt commun. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec l'Union européenne. Au départ, l'idée, ça a été, la création de l'européenne, c'est quand même venu de l'idée, au terme de plusieurs siècles de conflits entre les États européens, l'idée a été de dire finalement quel est notre intérêt commun le plus fort et de l'identifier pour permettre ensuite de réunir les moyens qui servent à le défendre et éviter les conflits entre justement ceux qui ont le même intérêt commun. Et c'est ça hein, l'origine. Ils ont commencé par le charbon et l'acier, puis ils ont élargi. Et c'est un projet qui s'est essoufflé après avec la mondialisation justement, mais qui a relativement bien fonctionné en tout cas dans les années 90. Je trouve que la démarche est intéressante, c'est-à-dire qu'on a commencé par imaginer le projet, faire émerger le projet. Alors là, c'était un petit peu trop entre j'allais dire, experts. C'était pas des experts, c'était des politiciens, mais on pourrait maintenant avec les outils dont on dispose, on peut très bien imaginer comment est-ce qu'on fait émerger, on redéfinit l'intérêt général, les biens communs, comment est-ce que et qui définissent en somme finalement le projet, et à partir de là, quels sont les outils qui sont à notre disposition, et ils sont très nombreux, du local jusqu'au global, donc d'un point de vue systémique, comment est-ce qu'on met en place ces outils pour remplir ces fonctions-là. Voilà. Et je pense que ça serait ça, le travail que je ferais. Donc, ça serait pas forcément que un livre papier, ça serait probablement avec d'autres outils. Et pour vous dire la vérité, c'est même un projet que je suis en train d'essayer d'engager. Donc voilà. Super, c'était assez passionnant. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux, donc Virginie Reston-Victor et Arthur Barillas. En tout cas, voilà, de mon point de vue d'animateur derrière mon petit écran, c'était hyper intéressant. Merci aussi vraiment à tous ceux et celles qui ont participé à ce débat. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous les deux encore.